Qu'ils soient du Katanga ou du Kasaï, vous le reconnaissez très souvent par leur carrure imposante et leur teint clair. Réputés pour leur attachement à leurs traditions, fiers de leurs origines et racines et s'en cachent pas d'ailleurs, puisqu'ils s'expriment en leur langue partout et sans complexe. La transmission de coutumes de génération en génération est une priorité chez ces peuples. On dit d'eux aussi solidaires entre eux, des attitudes que certains d'entre nous qualifient de tribales et d'orgueil, pendant que moi je pense d'eux de personnes au sens de l'estime de soi élevée. Vous avez compris, il s'agit aujourd'hui des Luba, un peuple aux multiples dons et richesses. L'histoire dit d'eux aussi de guerriers. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne commencerai pas par l'origine de ce peuple comme il était le cas pour la vidéo sur les Nandés par exemple, dont je vous invite à aller suivre si ce n'est pas encore fait. Pour le Luba ou Baluba, je commencerai par ce que j'appelle la notion Luba. Une qualification un peu complexe dans la mesure où quand je parle de Luba, chacun selon sa situation géographique, ses affinités avec ces peuples pense à une contrée qui sera différente avec une autre personne dont les éléments cités si haut se diffèrent. Les uns, en attendant Luba, vont faire allusion au Katanga et d'autres au Kasaï, et dans le même Kasaï, certains vont penser au Lulua, même si tout atteste que ces peuples, que ces gens sont un même peuple. Il faut quand même retenir que nous avons deux groupes de Luba. Un, Luba du Katanga, qu'on appelle souvent les Lubakat, Benakat. À certaines époques, on les appelait aussi les Baluba centraux. Et deux, les Luba du Kasaï. Et dans ces groupes, nous avons encore deux sous-groupes, à savoir les Luba du Kasaï oriental et ceux du Kasaï occidental. Les appellations avant le découpage territorial, mais je les utilise pour faire simple. Alors, ces du Kasaï occidental sont appelés aussi les Lulua, qui donneraient Luluabour plus tard, résultat du découpage du Kasaï par le Belge. Nous y reviendrons, mais ils sont Luba puisque parlent le Chiluba. Revenons à présent sur leurs origines. Nous savons que le premier Luba serait des chasseurs arrivés du nord-est du lac Kisale, dans l'actuel territoire de Bukama, dans la province du Haut-Lomami, devenue province en 2015 après l'éclatement du Katanga. En clair, ils sont originaires du Katanga, précisément de Sanga Lubangu et Bupemba. Ils vont immigrer le centre du Congo-Kinshasa actuel, où ils sont majoritaire dans ce coin du pays. Par les vagues d'immigration successives entre 16e et 19e siècle, aujourd'hui les Luba sont originaires du nord-est du Katanga et du Kasaï. Retenez déjà que l'empire Luba est le premier royaume dans le bassin du Congo. Le premier empire verra le jour par Kongolo Mwamba et s'étendait jusqu'au nord de l'Angola et de la Lulua jusqu'au nord-est de la Zambie et du Haut-Katanga. Le second sera le résultat d'une sécession entre les trois groupes, c'est du Katanga et les deux du Kasaï. Ça sera même le déclin de ce royaume. Bien avant ça, ceux du Kasaï oriental vont créer un nouveau royaume ou recréer même un nouveau royaume organisé en chefferie décentralisée qui se situerait de la rivière Kasaï au lac Tanganyika. Les héros de ce royaume seraient le roi Kongolo, Kalala, Ilunga, Kasongo Nyembo et Kabongo. La particularité de ces royaumes était leur manière de se fractionner. Ces fractions donnaient naissance à des tribus à part entière. Dans ces lots, les Luba du Kasaï, puisque séparés avec ceux du Katanga, les Lunda, les Babemba, les Bavira, les Bagoma, les Bahololo, les Babouira, les Bajiji et Bafira, dont une partie se trouve actuellement en Tanzanie. Voilà pourquoi Moïse Tshombe n'en déplaise. Certains d'entre nous étaient Luba, puisque
descendant des Muantayavo, empereur Lunda, né d'un père Luba. L'autre côté de cette particularité était du fait que, bien qu'ils s'aient divisés souvent en tribus, cependant ils étaient très unis. Cette société était basée sur l'unité, ce qui était même à la base de la stabilité du royaume. Pour leur art, des grands sculpteurs dont les œuvres sont jusqu'à ces jours confisquées par des Occidentaux et occupent des places de choix dans des musées européens, la réputation de leurs œuvres artistiques notables n'est plus approuvée. Ils apportaient toujours un changement dans leur art. Voilà pourquoi la civilisation Luba a influencé pendant plusieurs temps l'Angola, Zambie, Tanzanie et même Namibie. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, les Luba étaient reconnus comme des guerriers plutôt que artistes. En vrai dire, ils étaient bons à tout. Chasseurs, pêcheurs, ouvriers, charpentiers, agriculteurs, éleveurs, ouvriers du métal, donc du cuivre, bijoutiers d'ornements, colliers avec pierres précieuses, entre autres diamants. Et nous arrivons en 1837 et commence l'esclavage avec Tipo Tipo qui a déjà posé ses valises au royaume Congo. Il va continuer sa poursuite d'esclaves en remontant les sources du fleuve Congo. Il arrive au centre du pays et captive le roi Lumpungu, roi Songé, et met sa population en esclavage. Ne voyant pas comment entrer dans l'empire Luba, il va conclure un accord avec Lumpungu. Et ces derniers vont trahir le voisin Luba et là, un combat éclate. Le royaume Luba, reconnu pour être un peuple très guerrier et structuré, malgré cet accord avec les Songé, Tipo Tipo aura du mal à pénétrer ces royaumes. Il y aura plusieurs fronts, dont celui de l'Est, et là, le royaume va reculer, cédant une partie du Katanga actuel. Par les hommes de Tipo Tipo venus du Tanzanie, Zambie. Aujourd'hui, les descendants de ces hommes au Katanga se disent les véritables Katangais. Cette conquête va se manifester par la langue Swahili qui est parlée jusqu'à ces jours dans cette partie du pays. Ici, j'aimerais tirer votre attention pour dire que nos ancêtres ne se sont pas laissés faire quand les colons et autres envahisseurs sont venus, parce que l'histoire africaine racontée par d'autres personnes donne l'impression que ces gens-là étaient venus et ont trouvé des personnes faibles qui leur ont donné leurs terres et peuples facilement sans résistance. Non, c'est faux. Ils se sont battus pour conserver leurs terres et protéger les leurs. Avant d'aller un peu plus loin avec l'histoire, parlons d'abord de ces phénomènes Tshibao, de Bena et des Bakwa. Vous avez sans doute écouté un Luba dire « je suis Muluba », Mwena Kalambayi par exemple. Mwena qui est les singuliers du Bénin. Ces gens sont tellement attachés à leur histoire et origine, c'est-à-dire à leur ancêtre. Voilà pourquoi il y a des lignées, les descendants de. Donc, Bena signifie tout simplement descendants de. Descendants directs, très souvent du roi. Les Bena Kalambayi, par exemple, sont les descendants de Kalambayi. Il y a aussi les Bakwa, les descendants d'une personne qui n'est pas de la lignée directe du roi ou une personne devenue Luba par alliance. Il peut être le beau-fils du roi ou un étranger qui a immigré le royaume et fait de cette terre sa nation. Là, on dit Bakwa, Bakwa Kalonji par exemple. Comment parler des Luba sans faire mention de Tshibao dont beaucoup de personnes associe de facto à l'adultère de la femme. Et pourtant, dans la société Luba ancienne, le Tshibao était juste la sentence réservée à un hors-la-loi qui du reste continuait à nier ses forfaits. Ça pouvait être un voleur, un traître ou un adultère. Si la personne accusée refuse d'accepter ce à quoi on lui reproche, alors en ces moments-là, il sera maudit selon les cérémonie coutumière et la conséquence pouvait être la maladie et s'il n'avoue toujours pas, il peut mourir. Alors ces conséquences-là, la maladie ou la mort, c'est ce qu'on appelle tout simplement le Tshibao. Revenons à l'histoire et nous arrivons en 1897. Léopold II efface les chefferies Luba de la carte et l'associe au royaume Congo qu'il avait déjà conquis
et verra le jour le Congo indépendant. Le calvaire du peuple débute, les louba de la population seront réduits aux machines à récolter des caoutchoucs sauvages et cela donnerait lieu à un massacre de mains coupées du Congo. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, un crime oublié. Les louba du Kasaï déportés au sud du Katanga pour travailler dans le mine du Katanga, Likasi, Kolwezi, et jusqu'à ces jours, on y trouve encore leurs descendants qu'on appelle communément le Bakassai, une minorité ethnique au Katanga. Et là, ils seront victimes d'épuration ethnique à 2 reprises, d'abord en 1961 et jusqu'au 63 et en 1990 jusqu'au 1994. Les Belges, comme leurs amis européens, ont toujours su que pour mieux régner, il faut diviser. Ils vont susciter de la haine entre ces peuples qui vivaient pendant plusieurs siècles dans leur diversité, mais dans l'unité. Ils vont opposer la lignée de Luluwa sur le Luba et ceux du Katanga sur ceux du Kasaï pour mettre la main sur leur richesse tout simplement. Comment parler du Kasaï sans parler des Kamwina Sampu? Mais pour mieux comprendre, commençons au début. Le 18 février 2006, une nouvelle constitution est votée, par la même occasion une nouvelle structure administrative aussi. Les provinces passent de 11 à 26, celles-ci deviennent effectives en 2015. Par conséquent, le Grand Kasaï regroupe désormais la Lomami, le Sankuru, le Kasaï central et le Kasaï oriental. Les entités sous pouvoir coutumier sont les chefferies, les regroupements, le groupement et le village. Elles sont sous l'autorité de chefs traditionnels désignés et intronisés selon les us et coutumes, mais qui doivent jouir d'une reconnaissance des autorités civiles, principalement du gouverneur de la province. Donc, après qu'un chef coutumier est intronisé par la tradition, pour qu'il soit reconnu tant que tel, le gouverneur de la province qui représente l'État doit l'entériner. Il faut retenir déjà que Kamwina Sampu est un titre de pouvoir coutumier, lié donc de la famille du premier chef de la région des Dibaya. Nous sommes au Kasaï central. Le trône étant libre, Jean-Prince Mbadi devrait être le nouveau Kamwina Sampu. Mais cet homme est vu du mauvais œil par l'administration Kabila qui lui reproche d'avoir écrit en 2016 un document dans lequel il aurait fustigé la négligence de l'État congolais depuis son ascension à l'indépendance, mais aussi appelé à une insurrection pour chasser les non-kassaïens du Kasaï, selon Ramazani Shadari, alors Premier ministre. Quelques mois plus tard, alors absent du pays, le domicile du chef coutumier sera perquisitionné par la police nationale congolaise. La femme de ces derniers aurait été violée, les objets sacrés pillés. Le chef rentre au pays peu avant la visite de Joseph Kabila, alors président, dans ces coins du pays. Après son départ, le domicile d'un chef coutumier du village voisin est incendié et fait 6 morts. Ces derniers disent que c'est l'œuvre de Kamwina Sampu puisqu'il était son opposant. Cette situation est une bonne aubaine pour les autorités qui cherchaient la tête du chef. La maison du chef est encerclée et ces derniers refusent de se rendre, craignant pour sa sécurité, ce qui était normal. L'assaut sera lancé et le chef sera tué d'une balle au ventre. Son corps sera exposé nu au stade jeune de Kananga avant d'être enterré dans un lieu tenu secret exigé par le gouverneur Kandé, ce qui était une abomination et humiliation. Voilà la colère et le désavouement du régime Kabila par des habitants de ces coins. Maintenant, ils cherchent pas seulement de venger les chefs, mais exigent aussi les élections. Ils vont se transformer en milices. Bilan, plus de 4000 morts. Des villages vidés par leurs habitants et à la recherche des lieux paisibles, les champs et bétail abandonnés. Maintenant que la paix commence à s'installer petit à petit, les populations commencent à retourner sur leur terre, qui est bien évidemment détruite. Conséquence, cette population, particulièrement les enfants, sont victimes des malnutritions, mais pas la moindre, aiguë. Celle qui avoisine la famine.
À Dibelengue, Dibaya et Demba, nous sommes au Kasaï central, les enfants meurent chaque jour parce qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent. Et pendant ces temps, les autorités politiques se donnent corps et âme à vacciner la population contre Covid-19, un virus qui tue plus les Occidentaux que la population locale, en lieu et place de s'occuper de ces enfants. Nous savons tous que l'État congolais, à l'heure actuelle, est incapable de sauver ces vies, les vies de ces enfants dont les nutritionnistes disent qu'ils seront incapables pour eux d'être compétitifs et de poursuivre des études. L'État congolais est déserteur, mais pas vous, peuple kassaïen. Peuple fier, fier de vous-même, mais aussi de vos racines. Chez vous, la progéniture est sacrée. Voilà que les enfants de votre terre meurent. Où est votre fierté? Nous connaissons l'amour que vous avez pour vos racines, votre attachement au vôtre, votre solidarité qui fait croire au tribalisme. Eh bien, moi, je crois tout simplement que vous pouvez aujourd'hui agir avec ce que j'appelle ici le tribalisme positif pour sauver ces enfants, votre sang. Vous êtes des personnes généreuses et ce n'est plus à prouver. Organisez-vous et faites parvenir votre aide à ces enfants. Sauvez l'avenir de ces enfants qui du reste sont votre avenir. Vous êtes tellement partout que je ne saurais vous citer. Vous êtes dans la politique, la justice, vous êtes des éminents économistes, vous êtes des journalistes, des entrepreneurs, vous êtes des artistes et ça, c'est votre seconde nature. Musique, peinture et autres. Merci de faire briller le pays partout où vous vous trouvez. Nous vous aimons. Vous qui me regardez, je vous aime aussi. Merci de partager cette vidéo à tous les loubas que vous connaissez et surtout de vous abonner. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi.